Si j'ai intitulé mon intervention « L'histoire de 1001 coopérations », c'est bien sûr en référence aux histoires de 1001 nuits, mais aussi parce que j'aimerais apporter une vision un peu différente de la pensée dominante. Partout dans la presse, dans les rapports des think tanks ou dans les rapports du Sénat français, on nous dit que l'initiative chinoise visant à revigorer les anciennes routes de la soie terrestre et maritime obéit exclusivement à une stratégie chinoise surnoise visant à écouler la surproduction du ciment et par le soft power en fait d'imposer l'hégémonie d'une grande puissance sur le monde. La Chine même fabrique des cartes géographiques où le centre du monde n'est plus l'Europe, mais la Chine. Quelle horreur! Officiellement, la politique des nouvelles routes de la soie a été annoncée par le président chinois en automne 2013. D'abord à Astana, au Kazakhstan, où il a précisé ce qu'il entend par la ceinture économique de la nouvelle route de la soie, et ensuite devant le Parlement indonésien à Jakarta, où il a présenté donc le projet de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Alors, il y a toute une série donc, de couloirs économiques. Vous pouvez les voir. Le corridor Chine-Asie centrale, le corridor Chine-Pakistan, un corridor Chine-Bangladesh-Inde, un corridor Chine-Asie du Sud-Est, un projet de corridor bi-océanique qui s'étend donc vers l'Amérique du Sud, et un corridor Chine-Mongolie-Russie qui va rejoindre le transsibérien, et le nouveau pont eurasiatique, donc via le Kazakhstan vers l'Europe, ainsi qu'un corridor Chine-Asie centrale. Donc d'autres orateurs vont développer certains de ces grands projets. Je vous réfère, si vous voulez vraiment en prendre pleinement connaissance, je ne peux que vous conseiller donc l'étude que nous avons faite à plusieurs auteurs de l'Institut Schiller de 480 pages, qui est disponible donc à l'entrée, qui fait le point sur tous les projets, ceux qui sont conçus, ceux qui sont en cours, ceux qui sont en voie de réalisation et ceux qui ont été réalisés. Voilà. Pour ma part, je vais articuler mon intervention autour de deux extraits du discours de Xi Jinping lors du forum Une certaine route, discours prononcé le 14 mai 2017. Et puisque notre grande presse en a peu parlé, je pense qu'il n'est pas inutile que vous puissiez entendre vous-même ce que le président chinois nous dit. Donc ça, on est en 2017. Xi Jinping dit « À l'automne 2013, au Kazakhstan et en Indonésie, j'ai proposé respectivement de construire la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du XXIe siècle. Comme dit le proverbe chinois, les pêches et les prunes ne parlent pas. Mais leur attractivité est si grande qu'un chemin finit par se former au pied de ces arbres. » C'est-à-dire, la Chine est là, l'Europe est là. C'est totalement naturel que ces deux pôles d'excellence, dirait-on aujourd'hui, établissent des liens et des rapports fructueux entre eux. Pour sa part, donc, en 1697, le grand philosophe allemand Leibniz, que Colbert avait invité à l'Académie des sciences à Paris, avait fait un mémorandum donc, qui s'appelait « Les Nouvelles de Chine » en 1697, envoyé à Pierre le Grand de Russie et à l'empereur chinois Kangxi, où il disait « Une disposition particulière de la Providence a fait que la plus haute culture et ornement du genre humain se sont aujourd'hui comme concentrés aux deux extrémités de notre continent, l'Europe et la Chine. Peut-être la Providence suprême s'occupe-t-elle, en faisant se tendre la main aux nations les plus développées mais les plus éloignées, d'élever tout ce qui se trouve entre elles à une meilleure règle de vie. » Donc déjà, cette vision d'une harmonie et d'une coopération harmonique entre l'Orient et l'Occident, elle n'est pas nouvelle. Le problème, c'est aussi la façon dont nous voyons les choses. C'est-à-dire, nous pensons que la route de la soie, c'est un projet chinois. En réalité, c'est vrai et c'est faux. Bien sûr,
sous les Zhou, sous les Han, sous les Tang, sous la dynastie Song du nord et du sud, sous les Yuan, sous les Ming. Il y a eu cette politique d'ouverture, le développement des routes de la soie terrestres et maritimes. Mais elle est aussi venue de l'autre bord, de l'Europe et de la Méditerranée, de l'Égypte, de Crète, de la Grèce, d'Alexandre le Grand, et comme on l'a vu, de Leibniz, et ceux qu'il a notamment inspiré, certains jésuites qui aussi ont été. Mais elle est aussi venue d'autres lieux de l'Asie du Sud-Est, en particulier l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, Singapour, et ce qui est entre les deux, l'Inde, la Perse, le Vietnam, le Yémen, Madagascar. Donc ce n'est pas un projet chinois, je dirais, c'est un projet universel, avec des acteurs multiples, et il serait faux de le réduire à quelque chose de purement sino-chinois. Michel Serres, qui était un grand marin, disait déjà la route de la soie était la route de la science, ce qui était son domaine. À cela, il faut évidemment rajouter la culture et aussi la spiritualité. Alors, je reviens à la deuxième citation de Xi Jinping dans sa conférence, où il dit « Il y a 2000 ans, en traversant les vastes steppes et déserts, nos ancêtres ont ouvert un passage transcontinental reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, connu aujourd'hui comme la route de la soie. Traversant des mers agitées, ils ont également tracé des routes entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire la route maritime de la soie. En ouvrant des fenêtres de coopération amicale entre nations, ces routes de la soie d'antan ont permis d'écrire de nouvelles pages splendides de l'histoire du progrès humain. » Et après, il donne deux exemples. Le verre à soie en bronze doré. Oui, là, vous le voyez sur un timbre-poste. C'est donc il y a 2000 ans. On est à la dynastie donc, des Han antérieure. Vous avez un petit objet de 5 cm en bronze doré, un verre à soie. La Chine, bien sûr, connaît la soie depuis des millénaires. Le plus ancien fragment de soie date de 2570 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est qu'en 1112 avant Jésus-Christ que la Chine, pour la première fois, a accepté d'exporter en fait de la soie vers le Japon et la Corée. Ensuite, Xi Jinping donne un autre exemple. Donc ça, c'est un verre à soie bimillénaire exposé au musée d'histoire de Shaanxi. Et le deuxième exemple qu'il a donné, qui est encore plus hallucinant, c'est l'épave de Belitung. Alors Belitung, c'est une petite île devant Sumatra, donc on est en Indonésie. Et en 1998, en fait, les pêcheurs du coin en fait, ont trouvé une épave qu'on appelle l'épave des Tang. Ils ont remonté la chose. Donc là, vous voyez le bateau, c'est un bateau de 18 mètres. C'est un bateau arabe, fabriqué à Oman, avec du bois de cocotier. Donc là, vous avez un bateau arabe à Java. Bon, c'est quand même à 145 jours de navigation, avec les moyens de l'époque. C'est énorme. Et à bord, on trouve quoi? On a une cargaison de 60 000 pièces de céramique. Souvent insérées dans des jarres. Donc là, vous en voyez. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Là, vous voyez un pot magnifique avec un petit chat qui va boire dans la cruche. Vous voyez des petites boîtes aussi en argenterie fabriquées. Ça, c'est d'autres. Pour chaque bateau, on a pu faire quasiment une exposition à Paris, à l'Institut du monde arabe, aux États-Unis. Donc la grande partie de la cargaison, c'était de la céramique. Il y avait une petite cargaison avec des pièces de très haute valeur ajoutée, des miroirs en bronze, de l'argenterie, des coupelles en or, des lingots de plomb aussi. Et vous voyez, ce n'est pas des matières premières. La Chine n'exporte pas des matières premières, elle exporte des produits manufacturés. Donc ce n'est pas la route des épices,
Ce n'est pas un réseau commercial de vente et de revente, c'est un empire industriel qui exporte sa production industrielle comme nous on le faisait à l'époque de Colbert. Alors, troisième image de cette cargaison. Vous avez donc au milieu un bocal avec un petit poisson. L'attachement de la Chine. La Chine a inventé l'aquaculture en 3500 ans avant Jésus-Christ. Et vous avez à gauche une assiette, donc porcelaine chinoise, motif perse et cobalt perse. C'est-à-dire que c'est un oxyde de cobalt. Alors on parle de la porcelaine chinoise ou chez les Hollandais, le bleu de Delft, n'est-ce pas? En fait, il ne vient même pas de Chine ou du Japon, il vient en fait de la Perse. Et donc, et vous avez surtout cette carafe donc, à droite, qui est une carafe fabriquée en Chine, mais totalement moyen-orientale, fait pour un marché oriental. Donc là, vous avez presque, je dirais, Amazon il y a 2000 ans. Vous avez un cheikh à Oman qui dit je vais faire un mariage, j'aurai besoin d'assiettes perses. Quelqu'un peut les produire là chez vous, là en Chine? En fait, on a retracé tous les porcelaines. En fait, il y a 24 villes qui ont... Chacun a fait certains types de fabrication. Ça a été regroupé. Et donc, on a envoyé un bateau arabe pour ramasser, en fait, pour aller livrer la marchandise. Donc là, vous êtes dans... L'océan n'est plus un lieu de combat géopolitique et de confrontation. Vous êtes dans une coopération internationale avec des acteurs multiples. Entre-temps, bien sûr, surtout à partir des Song, donc il y a une explosion d'inventions scientifiques et technologiques. Et puisqu'on est dans le salon de la mer XXL, je me concentre sur les inventions dans le domaine maritime. En premier lieu, donc la boussole. Disons, la magnétite et le principe étaient connus bien avant, mais c'est que sous les Song, qu'en fait que la boussole maritime va vraiment être développée. Ensuite, les Chinois vont développer un type de bateau qui s'appelle la jonque. Et les Chinois vont dire, les Occidentaux, pour faire des navires, ils partent du poisson, ils prennent la forme du poisson. Mais le poisson, en manque de peau, il est dans l'eau. Alors qu'en fait, nos navires, ils sont sur l'eau. Donc les architectes construction navale chinoise disent, nous, on va prendre comme modèle le canard. Le canard, il flotte sur l'eau. Et donc, vous avez des bateaux qui sont beaucoup plus larges que les navires habituels. Et quand le canard avance, il utilise ses pattes comme gouvernail. Donc, la Chine va inventer le gouvernail des tombeaux qui permettent en fait une meilleure navigation, une meilleure orientation des navires. C'est l'année Léonard de Vinci et la moitié de ce salon est dédiée à la bio-inspiration. Donc là, les Chinois sont en plein dans la bio-inspiration. Ils développeront bien sûr aussi les cartes astronomiques pour la navigation. Et aussi, ils vont apprendre du bambou. Ils vont développer les cloisons étanches. C'est-à-dire, dans une tige de bambou, en fait, vous avez des compartiments qui sont hermétiquement fermés. Et les Chinois voient que le bambou, il flotte très bien. Donc, ils vont en fait ils vont construire des navires avec les cloisons étanches qui va devenir par la suite, sera adopté par la marine européenne comme presque, je dirais presque la norme. Ensuite, donc, pour illustrer mon propos, que ce n'est pas uniquement en partant de l'Est vers l'Ouest que les routes de la soie sont construites, on peut parler d'Alexandre le Grand, qui donc a été jusqu'à l'Indus. Il y a des nouvelles recherches aujourd'hui qui montrent que les premières productions de la soie, en fait, on n'est même pas sûr. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment si c'est l'Inde, si c'est la Perse ou si c'est la Chine. Ce qu'on est sûr, c'est que c'est la rencontre de ces trois cultures qui a fait la soie. C'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'on sait, c'est que quand Alexandre le Grand a été à Persépolis, il a ramené des vêtements en soie, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est revenu en bateau et il s'est arrêté sur une île
devant le Koweït, qui est l'île de Falayka, où Chinois, Indiens, Africains, Égyptiens, Indiens se donnaient rendez-vous pour conclure les accords commerciaux. Donc là, vous avez une île dans le Golfe, avec des temples grecs. Quelle erreur de casting. Enfin, donc, 2 mots sur le royaume de Srivijaya, qui a duré donc, du 7e au 13e siècle. C'est-à-dire qu'un des secrets du fait que la route de la soie a pu fonctionner en gros entre les Tang et les Song jusqu'au début des Ming, c'est que le fait qu'au même temps, il y avait donc dans les territoires qui aujourd'hui s'appellent la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, il y avait un royaume extrêmement stable, parce qu'évidemment, tout le commerce, notre ami Henri Tsiang va en parler tout à l'heure, tous les passages, les Portugais disaient « qui tient Malacca tient le monde ». Parce qu'il y a 3 passages. Il y a le passage de Malacca, le détroit de la Sonde et le détroit de Lombok. Donc pour la Chine, il est impossible de ne pas avoir de bonnes relations avec l'Indonésie et la Malaisie. C'est tout simplement impossible parce que sinon, elle ferme sa porte sur le monde extérieur. Ou disons la porte principale. Une dernière anecdote pour illustrer mon propos, c'est Madagascar. Aujourd'hui, on sait que dans le langage malgache, on trouve énormément de mots du sanskrit. Et qu'on commence à se rendre compte qu'en final, Madagascar a presque plus de liens avec l'Indonésie qu'avec l'Afrique. Pourquoi? Là, vous avez une carte de l'expansion donc, des langues astronésiennes. Et vous voyez, en fait, si vous prenez la carte de la cannelle, la route de la cannelle et la route des langues, en fait, on peut quasiment les superposer. Parce qu'évidemment, là où il y a le commerce, suivent la langue, les découvertes, les religions, les échanges, dans un dialogue de culture. Et enfin, pour conclure, donc, ça c'est un autre exemple. Là, c'est l'amiral Zheng He dont va parler l'orateur suivant. Mais là, nous sommes en Indonésie, devant une mosquée. Vous voyez un bâtiment chinois, mais en fait, c'est une mosquée, qui a été construite en honneur de Zheng He, qui était un eunuque chinois, musulman, à la cour des Ming, et qui a fait les 7 grandes expéditions au début du XVe siècle, partant de la Chine, allant jusqu'à l'Afrique de l'Est. Voilà ce qui vous donne quelques éléments de réflexion. Merci.